J'avais parlé avec mes tripes. Et pour vrai, j'avais entendu qu'on pouvait entendre une mouche voler, ce que d'avoir la responsabilité de nourrir X nombre de bouches. Oui, c'est tough. C'est tough. C'est pas un walk in the park. T'as le droit de te tromper. T'as le droit de te tromper de programme, puis c'est pas grave. Bienvenue tout le monde. On vient de finir le deuxième épisode de À ton tour avec Louis-Philippe Barry de N-Media. Simon, parle-moi de ton expérience. Expérience très enrichissante avec Louis-Philippe. Vous allez découvrir à quel âge il est devenu entrepreneur. C'est assez surprenant. On va aussi remarquer l'audace de cet entrepreneur-là plus tard dans sa carrière, qui est passé du domaine de l'imprimerie au domaine numérique. Ça a été un grand saut, mais un saut là, qui a été bénéfique. Puis, moi, ce que j'ai retenu, deux choses. Premièrement, il a su à quel moment s'entourer de bons partenaires pour réaliser ses idées. Puis, je pense qu'en faisant ça, il a créé le Google de Drummondville. Louis-Philippe, c'est à ton tour. Salut Louis-Philippe. Salut Simon. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation comme deuxième invité au balado à ton tour propulsé par Drummond Économique et Dupuis Images. Merci de l'invitation. Puis je trouve ça vraiment cool parce que ça va être comme une première pour moi, ce genre d'expérience-là. Déjà donné des entrevues dans le passé, mais cette formule-là, dans ce studio-là en plus, fait que non, c'est cool. Je suis bien content. Moi, je pense que même les gens qui te connaissent vont découvrir des choses que tu n'as peut-être jamais racontées ou de comment un entrepreneur bien grandit, progresse dans sa carrière, aussi de où tu as commencé. Puis c'est ça ma première question. À quel âge que l'entrepreneuriat est devenu important pour toi, ou du moins que tu t'es dit, bon, ben moi, dans ma vie, là, c'est ça que je veux faire, je veux développer des projets, je veux être mon propre patron. Est-ce que c'est arrivé tard? C'est arrivé de bonne heure? Ça a commencé où? En fait, ça a commencé très jeune. Pourquoi? C'est une bonne question. La question intrinsèque de pourquoi je suis devenu entrepreneur. Une attirance sur le milieu des affaires et faire fructifier des choses, puis peut-être être mon propre patron. J'habitais à la campagne, à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, en arrière du Mont-Saint-Hilaire. Et puis, on était quand même sur un bon grand terrain, dans la nature. Et puis, les premières aventures au niveau entrepreneuriat, c'était... la première chose que je me souviens, c'était... on avait des gros fossés avec des quenouilles. Puis j'étais allé dans une boutique de fleurs, puis je voyais les arrangements floraux. Puis là, je me suis dit, ah, tiens, et si je coupais des quenouilles et que je les revendais à ces gens-là pour faire leurs arrangements floraux, ben eux autres, c'était de la fourniture locale. Ils encourageaient un jeune, puis moi, je me faisais un peu d'argent de poche. T'avais quel âge? Eh boy, c'était pas vieux, ça. Faut dire 9 ou 10 ans environ. Est-ce que ça arrivait de toi, l'idée, ou c'est tes parents qui t'ont suggéré de faire ça? Aucunement mes parents, ça c'est sûr. Ouais. C'est moi qui avais eu le flash. En fait, j'ai une bonne partie de ma famille qui vient du monde de l'éducation. Donc, pas énormément d'entrepreneurs. Il y a mon père qui a eu une agence de voyage qui venait un peu combiner son offre Il était enseignant en géotourisme toute sa vie. C'est un des instigateurs de la formule court voyage dans le temps, dans les années 80, mais pas eu vraiment d'influence en entrepreneuriat. Fait que non, je peux pas dire que c'est venu de quelqu'un. J'ai vu une opportunité, elle était telle bonne. Oui, c'est correct, mais ça a commencé là. Et puis, la deuxième étape d'entrepreneuriat a été vraiment la création d'une fraisière. On avait, comme je disais tantôt, un pas pire grand terrain. Donc, on avait de la place pour faire des jardins, puis un paquet d'affaires. On avait des bâtiments, des granges, puis tout ça. Et puis, il y avait de la place pour faire une fraisière. Fait que j'avais décidé avec mes parents de constituer une fraisière. Évidemment, eux autres ont acheté les plants. Ils ont été quand même relativement gentils pour moi. Donc, le premier prêt officiel que j'ai obtenu. Et puis, ce qui était spécial, c'est que je cueillais les fraises avec ma grand-mère
maternelle, puis j'y revendais à la fin de la journée. T'avais un client de proximité. Un client de proximité tu sais, c'était spécial parce qu'elle m'aidait vraiment. Puis à la fin de la journée, je vendais les casseaux de fraises. Fait que c'était une deuxième aventure intéressante. Et puis la troisième, dans ces âges-là, là, entre 10 et 13 ans, j'avais un voisin qui avait encore plus grand terrain. Il y avait une terre à bois. Puis on s'est dit à un moment donné, ben pourquoi pas au printemps recueillir l'eau d'érable pendant la semaine. Lui était dans un collège privé à Saint-Césaire. Moi, je ramassais l'eau parce que j'étais disponible. Puis la fin de semaine, on faisait bouillir puis on vendait notre sirop. T'as saisi l'opportunité, là. Puis est-ce que c'est quelque chose que c'est toi qui l'as approché ou c'est lui le faisait déjà, mais il manquait de main-d'œuvre? Ou c'est toi qui initiais la conversation? Je pense que c'est plus moi qui ai initié la conversation. Ouais. Simon, c'était pas nécessairement... Je pense pas qu'il l'avait dans les veines, ça, mais il avait le setup incroyable pour pouvoir le faire. Il y avait les équipements. Son père, il avait tous les équipements dont on avait besoin, que ce soit un 4 roues, un skidoo, un Jeep de l'armée. Fait qu'on était vraiment équipés. Fait que là, on entaillait et puis on récoltait, on faisait bouillir. Il était assez foncé, notre sirop. Je sais pas, tu sais, je checkais ça hier. J'étais allé en fin de semaine, j'étais allé chez un ami qui a une érablière, pas artisanale, mais une bonne taille. Puis il me montrait ça, tu sais, ça c'est clair, ça c'est foncé. Dans mon jeune temps, la recette n'était peut-être pas à point. C'était pas la bonne recette. Mais on avait une grosse fonte, là, dans le fond, puis on faisait bouillir là-dedans et on récoltait. C'est sûr que le ratio, c'est là où on s'est rendu compte que ça en prend de l'eau d'érable pour faire une coupe de pièces. C'est un faible pourcentage de l'eau qui devient un bon sirop. Ouais. Là. Fait que ça a commencé là, cette aventure-là. Puis après, j'ai eu un premier emploi hors entrepreneurship et c'était la pépinière Dominique Savillot sur le rang des 60 à Saint-Jean-Baptiste. Et ce que j'ai su, je vais dire à peu près 20 ou à 30 ans plus tard, le président, que je ne connaissais pas à l'époque, c'était Richard Bourbeau. Qu'on connaît bien chez Drummond Économique. Là, et voilà. Mentor avec toi, on en parlera tantôt là, de notre cellule de mentorat. Richard, très impliqué chez nous. C'est le fun de se retrouver plus tard puis se rendre compte que crime, ça a commencé loin, tout ça. Ouais. Mais justement, fait que là, dans ce premier emploi-là, plus officiel, avec une paye plus régulière, ça t'a permis de ramasser un peu des fonds pour te propulser plus officiellement en affaires. Donc, la première entreprise que tu as eue, qui a fonctionné, qui était enregistrée, disons-le comme ça, ça a été quoi? En fait, ça a été une entreprise d'entretien paysager. On est rendu à quel âge, là? 16 ans. Okay. 16 ans. Je combinais 2-3 jobs en même temps aussi. J'aimais beaucoup les enfants. Fait que j'étais moniteur de terrain de jeu aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai côtoyé un gars qui a vraiment l'entretien paysager. Je me disais, tiens, ça, c'est vraiment cool. L'entreprise n'avait pas de nom à l'époque. Et dans un brainstorm avec une de mes premières blondes, elle m'a dit ça devrait s'appeler Imberbe. Oh yeah, Imberbe. Fait que c'est encore actif à ce jour. Fondé, là, c'est ça, quand j'avais 16 ans, 16-17. C'est mon frère aujourd'hui qui l'opère. J'en suis encore actionnaire sur la rive sud de Montréal. Et puis, c'est tout ce qui touche l'entretien paysager, là, vraiment, tonte de pelouse, entretien de plate-bande, traitement de pelouse. Et puis, en fait, ce que j'aimais de ça, il y avait plusieurs choses que j'aimais dans ça. Oui, c'était mon entreprise. Bon, je créais quelque chose pour la première fois pour vrai. Et il y a des clients. J'aime ça jaser avec du monde. Fait que j'avais des clients que je pouvais rencontrer, je pouvais évaluer mes projets. Au début, j'étais terrain, 3 000, 4 000, 10 000, 20 000 pieds carrés. À un moment donné, par personne interposée, Manoir Rouville-Campbell, sur le bord de l'eau à Saint-Hilaire, elle évaluait ça, c'était quand même quelque chose. Là, j'étais comme, OK, là, ça doit prendre à peu près 22 heures par semaine. Si je fais fois-temps, ça va peut-être être bon comme pricing. Fait que il y a eu le volet un peu inconnu qui était attirant aussi de se lancer dans l'aventure. Travailler dehors. C'était
Bon, là, tu vas me dire qu'aujourd'hui, ma job est bien différente. Ouais. Mais à ce moment-là, travailler dehors, c'était vraiment le fun. Ça apportait quelque chose de... Puis le résultat aussi, Il est concret, là. ouais, très concret quand tu as terminé de nettoyer une plate-bande ou d'ouvrir un terrain en début d'année, puis que c'est propre. C'est très valorisant. Puis tu vois aussi le sourire de la personne pour qui tu as rendu des services. Le C'était bien. résultat immédiat. Puis là, Ouais. tu étais avec ton frère à l'époque. Maintenant, ton frère est seul, impliqué Ouais. au quotidien en Ouais. tant qu'actionnaire entre vous deux. Parle-moi un peu de la relation, dans ce cas-ci, frère, dans une entreprise qui est en démarrage. Vous êtes jeune. Ouais. Est-ce que ça a toujours été rose? Est-ce qu'il y a eu des périodes de remise en question? T'es plus là. Est-ce qu'il y a une raison à ça, j'imagine? Ouais, t'as des bonnes questions. Il y a eu un premier associé, Patrick, qui était 1 an plus vieux que moi. Mon frère, à ce moment-là, nous, on a 3 ans, mon frère et moi. Bon, rendu à 40 il n'y a plus grande différence Mais dans dans le l'âge. temps, ça fait une différence. Dans Là. le temps, ça faisait une différence. Donc, lui est arrivé un petit peu plus tard quand nous, on avait vraiment établi l'entreprise. Il s'est joint à nous. Puis au fil du temps, Patrick est parti. Moi, je suis resté. Guillaume est arrivé. On est allé chercher mon cousin Alexandre à travers ça. Mon cousin est parti. Puis finalement, Guillaume, mon frère, a pris la pôle là-dessus. C'est un gars qui est excessivement orienté service client. Moins d'ambition que moi au niveau de, je vais dire, faire exploser l'entreprise ou de la faire croître à d'autres niveaux. Et puis ça a été pas un choc de culture, mais d'avoir... Moi, je me disais, OK, à Mont-Saint-Hilaire, l'entretien paysager, c'est une chose, mais il y a tellement de services. Tu voyais plus grand. Ah oui, complètement. Je regardais juste, je me disais, OK, nettoyage de gouttières, nettoyage de vitres, à la limite. Ça aurait pu être une acquisition des gens qui font déjà ça, ou d'autres étudiants qui avaient déjà eu cette idée-là. Mon frère avait moins la volonté. Et puis, je me souviens d'un dîner en 2012, 13, 14 au Saint-Hubert à Saint-Hyacinthe, où là, j'ai compris que je ne pouvais pas, et moi, j'étais impliqué ailleurs, j'étais rendu à Drummond, puis j'avais d'autres entreprises, je ne pouvais pas lui imposer Ta vision. ma vision, ma vitesse aussi. Et je ne voulais pas que ça devienne un conflit familial. Donc, tu t'es retiré au bon moment, dans le sens que on veut pas que l'entrepreneuriat crée des frictions dans une famille puis qui divise. Des fois, il faut savoir quand continuer puis quand se retirer. Puis tu juges que tu l'as fait au bon moment. Je pense que oui. Je crois encore à ce jour que cette entreprise-là aurait pu se diversifier et grandir et offrir encore plus à la clientèle qu'on avait. On ne se cache pas que sur la Rive-Sud de Montréal, on appelle ça un dortoir. La majorité des gens font faire leur entretien, peu importe le type d'entretien. Fait que, est-ce que c'est une... J'aurais aimé vraiment ça, en fait, qu'elle puisse aller plus loin, parce que je l'avais quand même fondée. Mais de l'autre côté, je me dis, OK, la famille est importante. Je pense pas qu'on ait à tout briser pour un rêve. J'en avais d'autres et j'étais en train d'en accomplir d'autres. Donc, c'est là où ça s'est comme terminé. Je pense que ça donne une bonne leçon aux gens qui nous écoutent, qui soient pas encore entrepreneurs ou déjà entrepreneurs puis en pleine croissance, de savoir, fixe-toi ta ligne sur quand tu es en famille, surtout en entrepreneuriat, mais et même aussi avec un partner. Un partner peut être avec le temps un très bon ami. Puis si tu veux pas perdre ton ami au-delà de l'entreprise, je pense que d'avoir une communication ouverte sur les visions de tout le monde, puis où notre ligne chacun, je pense que tu amènes à vraiment un bon point. Il y a le volet, tu sais, pour faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire, il y a des entrepreneurs, il y a aussi des gestionnaires. C'est pas la même chose. Tant mieux s'il y en a qui sont capables de combiner les deux chapeaux. Et si ce n'est pas ça, c'est pas grave. Chacun a son rôle à jouer. Et c'est là où j'ai fait comme, OK, on
passe au prochain appel et on se concentre sur d'autres choses. Puis si je reviens un petit peu en arrière, ou peut-être tu vas me dire au même moment, parce que avec tous les projets que tu nous as parlé, tu étais aussi à l'école. Ouais. Est-ce qu'à l'école, tu avais choisi des programmes, que ce soit au secondaire, cégep, université, des programmes qui t'amenaient à te préparer comme un entrepreneur ou tu étais dans une autre branche? En fait, j'aurais tellement aimé, et ça trahit sûrement mon âge, des programmes d'entrepreneurship. Moi, j'ai 52. Je ne me souviens pas qu'il y avait des programmes orientés vers l'entrepreneurship. Alors, bon, au secondaire, j'étais dans une classe de douance qui appelait. Okay. Je ne sais même pas si ça existe encore, cette nomenclature-là. Puis encore là, qu'est-ce qu'une douance? On pourrait en débattre longtemps. Secondaire 1 à 5, avec du monde qui vont juste péter des scores à l'école. Puis quand ils ont en bas de 90, c'est la grosse dépression. J'ai toujours eu de la facilité à l'école, tout en roulé sur le talent. Pas énormément d'efforts, en toute franchise. Et puis, quand tu as du talent à l'école, ben ce sont souvent les mêmes programmes et les mêmes professions qui sont ciblées et ou dites naturelles pour le cheminement. Donc, tu es bon à l'école, mais tu vas être un médecin. Oui, exact. Par exemple. Exact. C'est un petit peu ça la pression que tu avais ou le chemin que tu t'étais fait dans ta tête? Ça, je pense que c'est la meilleure question. Je sais pas si j'étais encabané dans un carcan parce que je le voulais ou parce que ce n'était que ça que je voyais ou que j'avais pas réussi à ouvrir mes yeux vers autre chose. Alors bon, puis les secondaires, genre moyenne générale 90-91. Fait que tu sais, ça va très bien. Rentre au cégep en sciences santé. À ce moment-là, je pense qu'ils ont combiné ça, sciences nature. Ouais. Dans le temps, c'était comme 2 programmes. Sciences santé, ben oui, dans le domaine plus médical ou santé, puis tout ça. Pas trippé au cégep, en fait. Vraiment pas. Rentre à l'Université McGill en Human Genetics. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. L'enseignement aussi, étant donné la famille qui a pas mal tout le monde a enseigné. Puis je me disais, ça peut être intéressant. Et c'est là où j'ai fait comme non, c'est pas vrai que je vais rester là-dedans. C'était pas moi. J'étais pas bien. Puis là, ben c'est qu'est-ce que je dis, à qui. Puis à un moment donné, il y a une de mes tantes qui m'a dit, quand j'ai fait mon changement vers l'administration des affaires, Bachelor of Commerce, dans le fond, à McGill, en Marketing Management, elle dit, je t'ai toujours vu en entrepreneuriat. Ben, t'avais vu là, bâtir tes micro-entreprises quand t'étais plus jeune. Pour elle, c'était une évidence. Ouais, pour elle, c'est une évidence. Et c'est là je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui a fait en sorte? Est-ce que c'est moi qui ai poussé tout seul dans cette direction-là, puis je m'étais fermé les yeux? Mais tu avais besoin de quelqu'un peut-être qui te le dise. Ouais, ça a fait du bien. Et du moment où je suis tombé dans l'école d'administration avec des cours admin, on s'entend, comptabilité, finance, ressources humaines, marketing, ça, c'était cool. Sales management, c'était un cours qui m'a fait capoter. Les profs aussi, avec leur expérience. Je me souviens qu'on avait l'ancien VP marketing de Wonderbra comme prof. C'est comme, wow! Ça m'a vraiment fait, OK, ça c'est cool. Et ça m'a permis d'avoir un réseau de contacts aussi que je ne pense pas que j'aurais pu construire en restant dans l'autre faculté. Et c'est là où j'ai même rencontré mon premier associé de Drummond, évidemment. On ne parle pas des entreprises de Saint-Hilaire. Et ce réseau-là, encore à ce jour, est assez présent aussi dans ma vie. C'est là que je me suis dit, ça, c'est ma voie. Je comprends maintenant qu'est-ce que ça comprend comme, je veux dire, science théorique pour construire une entreprise pratique. Et ça a été une belle étincelle. Si on fait le saut maintenant, tu as fait l'école, contact, tu t'es vraiment aligné sur le bon chemin pour le futur. Tu arrives à Drummond. Puis là, comment on débute le nouveau parcours?
une fois que l'école est terminée, on rentre un peu dans la vraie vie, dans la vie d'adulte. Comment on fait notre place dans le monde des affaires, dans une ville où que, bon, ben, tu es arrivé ici, tu connaissais pas grand monde. Comment on se trouve des partners? Comment qu'on se trouve une première business? Comment qu'on se trouve l'argent pour commencer? Tu sais, tout ça part de où? Parce que là, on va arriver bientôt sur N-Media puis le grand succès. Mais avant d'en arriver là, c'est quoi les étapes? Je reviens juste une petite affaire en arrière avant de tomber là-dedans. S'il y a un conseil que j'ai déjà donné à des étudiants, c'est tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de te tromper de programme, puis c'est pas grave. Parce qu'être pris dans quelque chose que tu n'aimes pas, ça peut être long. Ouais. Donc ça, ouvertement, c'est possible. Maintenant, mon premier associé de l'époque à Drummond, Carl, je l'avais rencontré avant un cours de English as a Second Language, parce qu'on était évidemment une gang de francophones dans une université anglophone. Et puis ça a tout de suite cliqué. Et puis à un moment donné, lui avait une entreprise, il avait été peintre étudiant. Fait que lui aussi était entrepreneur. Ça existe encore. Ouais, ça existe encore. Fait qu'il avait été ici dans la région. Il a fait ça 1 an ou 2. Je pense que c'est entre la 2 et la 3e année d'université. Il me dit « Hey, man, il n'y a pas d'agence de publicité à Drummond. On part de ça. » On est en quelle année, là? 95, quand l'idée est sortie. On est vraiment avant l'ère du numérique, là. Avant l'ère du numérique. Là, c'est vraiment marketing, publicité plus traditionnelle. Il n'y a pas encore la notion de convergence des médias de Pierre Calpelado. Et ça, d'ailleurs, ça a été un élément déclencheur. Fait que là, il me dit, on part de ça. Ben oui. C'est sûr qu'on part ça. J'ai comme pas catché que c'était quand même... à ce moment-là, on habitait à Montréal. J'avais un pied à terre à Saint-Hilaire, mais là, la business était à Drummond. Fait que je fais comme, OK, on part ça. Et puis, 96, en fait, l'incorporation a eu lieu le 1er janvier 97, donc les papiers officiels. Et Serge Savoie, que je remercie encore à ce jour, et non, même pas mon propre père, nous a prêté chacun 5 000 $ pour partir Tactique. Tactique Marketing Communication, qui après c'est devenu Tactique Savoie-Barry Incorporé. Nos premiers bureaux étaient au 2e étage de l'imprimerie du Bois, sur la rue Saint-Pierre. Et puis à un moment donné, on commence à avoir un peu de monde. Là, on est sorti du giron familial Savoie. On est allé encore sur la rue Saint-Pierre au 746 et on a loué notre premier local officiel. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis moi, je t'atterris à Drummond en connaissant 3 personnes. Aujourd'hui, tu en connais combien, Drummond? Tu sais-tu? Ouais, honnêtement, je dis souvent que je suis passé de 3 à 3 000, puis je pense que je me trompe pas tant. Drummondville a été une très belle terre d'accueil pour moi. C'est pas... en fait, je ne sais pas parce que j'ai pas été accueilli dans d'autres villes. J'ai entendu des histoires. Il y a des endroits où c'est peut-être plus fermé. Ici, ça a été ouvert. C'est sûr, j'ai travaillé fort à réseauter et ça, c'est une des clés du succès en affaires. Exact, tu le dis. Puis j'ai plein d'exemples en tête de gens qui arrivent ici à Drummond pour l'entrepreneuriat, pour représenter une entreprise. Je pense à Paul Gagné de chez Desjardins qui est débarqué ici il n'y a pas si longtemps, puis parle au monde des affaires. S'ils connaissent Paul Gagné de Desjardins, je pense que oui, c'est un bon exemple. Oui. Puis je pense que tu as fait un peu le même chemin de t'impliquer, d'être là dans les événements, de présider des organisations, etc. Mais y a-tu un moment dans toutes tes implications que tu t'es dit, bon, je pense que là, je suis officiellement là, un des leurs. Je suis accueilli officiellement à Drummond, dans le réseau des affaires. Y a-tu un moment que tu t'es dit, OK, c'est fait, là, c'est acquis? C'est vraiment cool cette question-là parce que je peux pas dire qu'il y a un événement, mais quelques événements. Entre autres, avec la Jeune Chambre de commerce. La Jeune Chambre, c'est JCCD maintenant. La Jeune Chambre de commerce, c'est ça. Ouais. Avant ça, JSCQ. La Jeune Chambre de Drummond, oui. La Jeune Chambre de Drummond, avant ça, c'est JSCQ, Jeunes entrepreneurs du Centre du Québec. Au départ, les premières activités, je connais pas grand monde.
où je suis à l'aise en public, mais... Tu jases tout avec les mêmes. Exact. Puis là, ben, un autre qui s'ajoute, puis un autre qui s'ajoute. Puis que là, le réseau de contacts, tu vois qui grandit. Premier tournoi de golf, premier souper de Noël. Puis dans ce temps, les soupers de Noël, c'était quelque chose. Ça brassait quand même pas pire. Et quand on a gagné Jeune Entreprise de l'année à la JSCQ, JCCD maintenant, là, j'ai vu un élément marquant, à la fois de reconnaissance, mais le réseau qui s'est agrandi un petit peu plus d'un seul coup, étant donné la visibilité. Première vraie implication sur un conseil d'administration avec Feu, le réseau industriel Drummond. J'ai côtoyé votre DG Jerry pendant une couple d'années là-bas. Ça a été vraiment cool. Ça a été une belle école, une belle gang. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionne un conseil d'administration parce que tu n'apprends pas ça, c'est bancs d'école. Ça, je le dis. Impliquez-vous. Ça vaut la peine. Il y a des belles choses qui en ressortent, autant au niveau humain qu'au niveau... C'est important. Pour vrai, pour faire un parallèle, moi, j'ai été sur un CA d'une école primaire privée. J'avais une vingtaine d'années, mais ça m'a fait comprendre comment le monde fonctionne, même si c'était pas mais c'était une entreprise, une école privée. Donc, c'est la même chose pour toi. T'impliquer, peu importe, tu te dis, bon, mais moi, je me disais, qu'est-ce que je fais là dans une école primaire, privée, j'ai pas d'enfants, mais ça te positionne, puis c'est avec cette expérience-là que ça va t'aider dans ton entreprise, assurément, puis ça va te créer des contacts aussi avec le milieu. Là. Ouais, ça a été vraiment une très belle aventure qui a duré quelques années. Tu me parlais d'un autre fait saillant. Je me souviens, c'était le gala de fin d'année du réseau industriel Drummond. Il y avait quelques centaines de personnes, au moins 400-500 au Best Western. Et puis, évidemment, plus la soirée avance, un petit verre de vin, 2-3 petits verres de vin. Puis, c'est rare qu'on est capable d'avoir une foule silencieuse quand on prend la parole. Surtout en fin de soirée. Surtout en fin de soirée. Et j'avais pris la parole et puis j'avais parlé avec mes tripes. Et pour vrai, j'avais entendu, on pouvait entendre une mouche voler. Ça a vraiment été pour moi marquant, gratifiant, valorisant. J'ai senti que les gens ont écouté mon histoire. Et jusqu'à temps que Éric Salvaille me tape sur l'épaule et dire Hey, ça suffit ton speech. C'était l'animateur de la soirée à ce moment-là. Puis c'était bien correct, on a bien ri par rapport à ça. Ça a été un élément vraiment hyper important. Puis en termes d'aventure vraiment cool, la présidence des Légendes Fantastiques qui était vraiment un joyau pour moi, pour nous. Puis ultimement, possiblement un des plus difficiles jours de ma vie. C'est du bénévolat. Et puis j'étais en train de coacher mon plus jeune ou mon plus vieux? Mon plus jeune, je crois, au soccer. Puis je me suis retiré un peu sur les lignes de côté pour réfléchir. Puis c'est ce soir-là que le lendemain, j'ai dit « ça suffit ». On est en train de créer un gouffre financier avec cette OBNL-là et qu'on a annoncé qu'on ne terminait même pas la saison. Okay. Et que j'avais des enfants en bas âge, ma conjointe travaillait. J'ai donné entre 24 et 28 entrevues, radio, télé, le micro, la caméra, pour dire on met fin à l'aventure des légendes. J'avais des gens qui m'appelaient de partout, Festival d'été de Québec, puis tout ça. Je me dis, oh boy, qu'est-ce que je viens de faire? Où suis-je là, aujourd'hui? Là? Je donnais des entrevues dans le garage chez nous parce que les enfants criaient dans la maison. Là, je me suis dit, j'étais blanc comme un drap, j'ai revu des photos. Et ça m'a... c'était une belle implication. Mais tu sais, quand on dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas, ça a été un solide coup d'un côte, mais je voyais pas d'autres avenues. Puis par après, tu dis, je pense que j'ai pris la meilleure décision dans le bon intérêt de tout le monde et moi, ça m'a servi puis ça va servir aux autres. Tu étais rationnel, puis tu
l'as opéré comme si c'était ton entreprise aussi. Là. Je pense que un et l'autre en même temps. Mais ça a été... je me rappelle, il y a un mois de mai, tu parlais d'implication tantôt. Merci à Sophie, ma conjointe. Il y a un mois de mai, je pense que j'ai eu quelque chose comme 17 soirs sur 31 que j'avais quelque chose avec des enfants en bas âge, puis les activités, les Grands Prix du tourisme à Montréal, puis un gala ici, puis OK, les réseaux de contacts, là, je pense que j'ai donné pas pire. Là. C'est ça, c'est de trouver la ligne. Puis avec Brian, dans le premier épisode, c'est exactement ça. Lui, il nous parlait de sa pyramide. Là, bon, mais d'avoir un équilibre dans ta vie. Là. Tu connais son équilibre. Donc, c'est ça qui est important. La famille, le côté social, l'entreprise. Fait que je pense que c'est ça le danger de l'entrepreneuriat, c'est de partir trop fort. Mais en même temps, si tu t'impliques pas, tu pourras peut-être pas développer. Donc, l'équilibre est vraiment important. Au niveau de N-Media, président, directeur général de cette entreprise-là, actionnaire majoritaire. On parlait tantôt, on fait un petit retour en arrière. Bon, mais là, à l'agence, au deuxième étage de l'imprimerie du Bois, on est en 95. Comment qu'on se dit, comme jeune entrepreneur qui vit sur un prêt de 10 000 d'une connaissance, de dire, bon, ben on part notre agence créative qui va être axée sur le numérique, quand en 95, on n'était pas tant avancé que ça. C'était un risque à l'époque, non? En même temps, aujourd'hui, on se dit, bon, mais l'intelligence artificielle, c'est le futur. Il y a des entreprises qui foncent là-dedans, puis on se dit, bon, mais ils peuvent pas tomber, ils peuvent pas se planter, c'est l'avenir. T'avais-tu la même réflexion à l'époque? Est-ce que tu sentais un coup d'avance sur les autres? En fait, N-Media a été fondé en juin 2000. Officiellement par Bernard Robitaille, qui était l'ancien, je dirais, actionnaire dirigeant de Drummond Info Plus. Et nous, on avait collaboré à la fondation, à aider, en fait, à mettre sur pied N-Media. On n'avait pas mis les sous à ce moment-là. On aurait peut-être dû, mais bon, ça, c'est autre chose. Puis, Tactique, officiellement, c'est le 1er janvier 97. Il s'est passé 3 ans. On a eu la chance d'avoir des super beaux clients, entre autres PH Vite d'Auto à Sainte-Perpétue, avec qui on a fait des super beaux projets au niveau marketing plus traditionnel. Puis là, ben, il arrive un gars, Pierre-Carl Pellado, qui dit « Le futur, c'est la convergence des médias. » Je pose la question, c'est quoi ça? Mais nous, on avait Tactique, on collaborait avec Imprimerie du Bois, imprimeur offset commercial, comme il y en avait beaucoup dans le temps. Puis je dis, OK, mais est où ma carte numérique? Et la carte numérique, ben, ça a été de dire à Bernard, ben, site web, puis ça, c'est intéressant. On collabore. Puis ultimement, plus j'avançais dans cette aventure-là, plus je me disais, le numérique, c'est la voie du succès, puis c'est la voie de l'avenir. Et en 2003, vers la fin de 2003, je me suis dit, ouais, là, il faut que je fasse un move. C'est impressionnant parce que moi, mes souvenirs, là, mettons début 2000, là, de jeunes garçons, c'est qu'on ne pouvait pas parler au téléphone en même temps qu'être sur Internet. Puis là, à ce moment-là, tu es les deux pieds dans une business qui fonce pour le numérique. C'est fou à quel point ça s'est développé vite. Puis la notion du timing puis de l'audace de votre groupe, honnêtement, c'est impressionnant. Là. Ben, Internet a été une belle révolution. Effectivement, au début, c'était pas parfait, mais en même temps, c'était nouveau. Là. C'était très nouveau. Ça apportait quelque chose un vent de fraîcheur et une autre façon de faire les choses en marketing. Tu sais, les premiers sites web, là, 2005, 3500, 5000, c'était beau. À ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement de CMS, de Content Management System, ou ne serait-ce qu'il n'y en avait que des gros. N-Media, à l'époque, l'équipe de l'époque avait eu l'idée d'en développer un. Et ça, je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, vendu un quand même méga site de e-commerce avant même que le CMS soit lui-même créé. Ça c'est mon style. Mais le choix s'est fait comme il va se passer quelque chose autour de tout ça. Est-ce qu'on appelle ça un pif d'entrepreneur? Peut-être.
mais j'avais pas de données probantes, de statistiques qui me disaient va-t'en là parce que le marché, ça commençait, tu sais, tu l'as dit tantôt. Et puis, vers la fin de 2003, avec Bernard, on a discuté. Puis le 27 février 2004, on est allé dans le bureau de Gilles Lafrenière, qui est maintenant juge ici à Cour du Québec, je crois. Et puis lui se souvient très bien de la transaction dans son bureau sur le boulevard Lemay. Et c'est là où la nouvelle aventure débutait pour vrai. À ce moment-là, il y avait comme 4 personnes chez N-Media. Puis que je prenais les rênes et que dans Tactique, en fait, Carl était resté seul. Moi, je suis parti avec N-Media avec mon petit baluchon. Je me disais, bon, ben, c'est ça ma nouvelle vie. On part. On part avec On ça. part. Puis ça a été... y a-tu un gros client qui est arrivé dans les débuts ou en cours de route qui a comme propulsé l'entreprise, qui vous a donné sa confiance, puis en même temps un coussin financier qui t'a permis aussi d'avoir un lot de mandats, ce qui égale souvent un lot d'embauche. Ouais. Y a-tu un client en particulier qui vous a aidé ou qui vous a fait confiance? Il y en a eu quelques-uns au fil du temps. Le plus vieux client, c'est Groupe Lambert, avec Mario Lambert, qui est là depuis le tout début. Fidèle au poste, comme toujours. On a eu l'opportunité de collaborer avec Rona, avec qui on a fait, à ce jour, une soixantaine de projets. Et Rona est arrivé en 2004. Le premier projet, c'était Feu l'équipe cycliste Rona. On a fait le site web avec Geneviève Janson dans le temps. Les gens se souviennent de son histoire. Et puis, à partir de là, ça a vraiment ouvert les portes chez Rona. Puis chez Rona, ça a été vraiment des beaux projets. Le choix technologique en 2007-2008, Microsoft, et où on a été longtemps, là, ça a changé, mais on est longtemps Microsoft Gold Partner en développement d'applications. Ça, c'était vraiment bien. Des joueurs comme Armature Boisfranc à Victo, Transport Bourret avec François Bourret ici. Un gros game changer a été le domaine de l'assurance pour nous. Tu vas me dire, l'assurance. Comment t'es tombé là-dedans? Ouais. C'est pas mal ta prochaine question. Probablement parmi tes réseaux de contacts, on est arrivé là-dessus. Oui, entre autres ça. Il y a eu Leclerc Assurance avec Richard puis Alain Courteau. On a développé à ce moment-là un tarificateur web en 2008-2009 pour les VR. Okay. Avec Leclerc Assurance, mais évidemment, eux autres étaient très proches de Aviva Canada. Alors, chez Aviva Canada, on a fait plusieurs beaux projets en assurance. Au même moment, mon grand chum de McGill, les autres contacts, Stéphane Rochon, était chez Groupe Cloutier. Il était chez Humania Assurance. Et ça nous a permis de faire des projets encore plus en assurance. Aviva était là pendant un bon bout de temps. Et puis, par après, on a eu la possibilité de collaborer avec Munich Re, qui est un des plus gros réassureurs au monde. Et puis ça a décollé C'est une chaîne. Tu rentres à quelque part, tu fais un bon mandat, tu vas te faire référer, tu rentres dans le domaine de l'assurance. Après ça, les possibilités sont immenses. Ouais. Est-ce que ce client-là, tu parles dans le domaine de l'assurance, parfois, il est moins ici, donc il est moins, comme Mario, par exemple, qui est dans ta cour puis que tu le croises à l'épicerie. Là. Quand tu as un client plus de l'extérieur, plus gros, est-ce qu'il y a le retour du balancier qui peut arriver? Est-ce que ce client-là, à un moment donné, t'a largué ou il t'a enlevé des contrats puis ça fait mal à l'entreprise? Est-ce que cet épisode-là t'est arrivé? Avec Aviva. Avec lui en plus? Avec Aviva Canada en 2013 ou 2014. Désolé les dates exactes. On avait quand même un beau roadmap de projet pour plusieurs initiatives. Et puis, le VP avec qui on collaborait est descendu de Toronto. Je pensais que c'était une visite de courtoisie. Puis, il est venu s'asseoir dans mon bureau, puis il a juste dit « Guys, it's over with Aviva. » À ce moment-là, on avait comme presque la moitié de l'équipe qui travaillait sur ces projets-là. Équipe de combien à ce moment-là?
on était peut-être 20 quelque chose. Là, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je peux pas, même si tu as le goût de te mettre en petite boule en dessous de ton bureau, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. À ce moment-là, il y a 2 projets qui ont pris la place. Merci à Bourret, merci à Armature Boisfranc pour ça. T'es fidèle, Ouais. t'es gens d'ici. Puis ça a vraiment changé, ça a changé la donne. On est revenu. Ça a donné un coup dur quand même, ça a donné un coup dur. Mais comme entrepreneur, est-ce que à ce moment-là précis, est-ce que ça te sonne une cloche de dire, bon, ben, OK, les grands joueurs, c'est parfait, là, mais si je mise que sur eux, je peux mettre mon entreprise à risque. Est-ce que tu as eu cette réflexion-là? Est-ce que ça t'a changé un peu ta perception des affaires? Pas tant sur les grands joueurs, plus que de concentrer peut-être un certain volume trop élevé chez un ou quelques clients. C'est maintenant mieux réparti. Mais tu sais, en affaires, on prend des risques. C'était la même chose avec Munich Re. Jusqu'à un certain moment, on avait encore quasiment la moitié des effectifs qui étaient sur ce projet-là. C'est une trentaine de personnes sur 60. Mais le projet était tellement gros qu'on l'a pris. Ça s'est bien terminé dans le sens où le projet qu'on avait à faire, on l'a fait, c'est terminé. L'autre game changer a été 2015-2016. Nous, on était toujours fait des sites web puis du développement custom. Puis Microsoft nous disait tout le temps, « Hey, pourquoi vous ne faites pas du CRM? » C'était comme pas dans notre ADN. Puis au même moment, il y avait un VP chez SSQ qui nous disait, « Hey, pourquoi vous n'en faites pas du CRM? » À 2, ils ont fait comme ça. Ils sont convaincus. Peut-être commencer à en faire. Puis ça a été... on a bien fait d'écouter et d'embarquer dans l'aventure. Je pense que c'est ça le mot écoute. Comme entrepreneur, c'est important. Tu as une vision, tu sais tu t'en vas où, tu as une vitesse, mais parfois, là, pas ralentir, mais écouter les autres, se diversifier. Moi, ce que j'entends, c'est ça, là, diversifier un peu notre portefeuille de clients, diversifier notre offre avec l'arrivée du CRM ou d'autres types de marketing dans l'agence, c'est important. C'est un mot qui est à la mode aujourd'hui, mais qui l'a toujours été. C'est juste qu'il était moins, je pense, mis de l'avant dans le domaine des affaires. Ouais. Puis ça peut sauver, là, ça peut sauver une coupe de mots de tête. Je pense à des entrepreneurs. Aujourd'hui, NMedia, c'est une centaine d'employés, une grosse équipe. En tant que chef de tout ça, est-ce que ça t'arrive de dire, bon, mais faut qu'on ait des contrats, il faut que je livre la marchandise parce que c'est une centaine de familles, c'est 200-300 personnes, je ne veux pas te mettre de pression, tu le sais déjà, mais qui carburent à NMedia. Toi, comment tu navigues là-dedans? C'est quelque chose que... As-tu la réflexion des fois quand tu te couches le soir, dire bon, mais hey, faut que je trouve des clients ou ouais, ça va moins bien. Ça arrive-tu? Assez souvent. C'est le domaine des services aussi. Là. Je parlais d'assurance tantôt. Rien contre le domaine de l'assurance, mais quand ils ouvrent le premier jour de l'année, nécessairement, tu as à peu près 90% de ton booking qui devrait se réaliser dans l'année. En service, c'est moins évident. Heureusement, on a un excellent taux de réoccurrence qui touche pas loin de 85% de clients qui... On ne peut pas dire du recurring, il faut dire du reoccurring, qui reviennent année après année. Mais oui, c'est une pression quotidienne qui est pas toujours facile à encaisser en toute franchise. Présentement, COVID a été quand même bonne avec nous parce qu'il y avait des besoins dans le numérique. Ouais. Présentement, c'est moins l'euphorie côté services technologiques. Il y a, comme pour bien d'autres secteurs d'activité, un espèce de nuage. Il y a un contexte. Il y a un contexte, un nuage gris qui n'est pas très plaisant. Et il y a la montée en flèche de l'IA. L'IA est une belle opportunité, mais il faut qu'elle soit bien comprise. Et je crois que présentement, ça met une pression aussi, d'une certaine façon, sur le coût de développement. Il y a une montée quand même assez en flèche du citizen development. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde non plus. Mais à ta question,
est-ce que d'avoir la responsabilité de nourrir X nombre de bouches, oui, c'est tough. C'est tough. C'est pas a walk in the park là, en anglais. Là. Puis au quotidien ou mensuellement, annuellement, y a-tu un plan d'action que tu te fixes personnellement en tant qu'entrepreneur de dire, bon, ben là, OK, je regarde mon carnet de commandes, je regarde qu'est-ce qui s'en vient. Même si tu es PDG, souvent, on pense, OK, c'est le PDG. On pense que, OK, il regarde les autres aller. C'est pas ça, hein? J'imagine que c'est pas ça, être un PDG. Non. Il y a des fois que ça me tenterait de regarder les autres aller en toute franchise. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, faire ce qu'on fait ce matin, ça, je trouve ça le fun, puis ça peut être utile pour les autres. Donc, parler à des gens, rencontrer des gens, discuter de projets, trouver des problématiques et les solutions pour les résoudre. Alors, moi, je me suis dit, en début d'année, je vais rencontrer 2 prospects majeurs par semaine, chaque semaine, pour les 52 prochaines semaines. Des gens peut-être à qui j'ai déjà parlé, des gens à qui je n'ai jamais parlé, d'ouvrir le plus de portes possible, que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait, quels problèmes on peut résoudre chez eux. Et puis ça, je trouve ça vraiment le fun, par exemple. C'est vraiment motivant pour moi, ça. Puis est-ce que tu y arrives, là? On tourne quelque part en avril. Est-ce que le début d'année, les premiers mois, tu réussis ta mission? Jusqu'à maintenant, la mission va très bien de ce côté-là. J'écoutais la semaine passée, j'étais à Vision PDG, qui est un événement assez formateur et très agréable à chaque année qu'on a avec l'Association québécoise des technologies, où on est peut-être 150, 160 CEO dans le domaine des technos avec quelques partenaires autour. Puis il y avait François Rainville de Averna, qui a vraiment monté une maudite belle business par acquisition, volet organique, mais par acquisition. Puis à une des questions qui se faisait poser en entrevue, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le cycle de vente est plus long. Le cycle de vente est plus long. Fait que même si on fait beaucoup de belles démarches pour rencontrer des gens, il en demeure pas moins que c'est un petit peu plus long qu'à l'habitude, étant donné l'incertitude qu'on a. D'un autre côté, tout le monde parle du manque de productivité dans les entreprises, et nous, c'est ce qu'on a. Fait que je fais comme... Il y a des belles opportunités, mais les poissons ne sautent pas dans la chaloupe automatiquement quand tu les as rencontrés. Non, c'est sûr. C'est la vente. Il ne faut pas penser parce qu'on envoie un courriel à quelqu'un ou qu'on termine un appel que c'est dans la poche. Parfois, j'imagine ça peut prendre des mois et des années avant de rentabiliser là, une rencontre avec quelqu'un puis qu'il devienne officiellement un client ou un partenaire. Là. Donc, c'est un travail de longue haleine, ça, c'est certain. Ouais. En terminant, parlons un petit peu de mentorat. Ouais. Tu fais partie de la cellule de mentorat de Drummond Économique, donc tes mentors. Il y a quels conseils que tu donnes? C'est sûr que ça reste personnalisé au contexte et l'étape de vie de l'entrepreneur qui est devant toi, mais en général, par exemple, tu es un entrepreneur qui débute. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as acquise, les réussites, les pas de recul, les réflexions que tu as eues, le commentaire général que tu as à donner à un jeune qui veut se lancer dans le domaine des affaires, un conseil, ça peut être quoi? Je vais en avoir quelques-uns, en fait. Je trouve ça cool que ça existe. Parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, quand moi, j'ai débuté ma carrière, ça n'existait pas dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. Pas officiellement. Pas officiellement. Là, maintenant, il y a des organismes, des ressources, des gens qui s'impliquent beaucoup. Et il y a beaucoup plus de visibilité sur l'entrepreneurship et le mentorat. Donc, ça, c'est vraiment le fun que ça existe. Alors, pour ceux et celles qui sont en affaires, ça existe, profitez-en. Maintenant, conseil, c'est sûr que le réseau de contacts va venir en tête de liste. Puis un réseau de contacts, pas juste en termes de clientèle, en termes de partenaires stratégiques, de fournisseurs. À tout moment, on aura besoin de quelqu'un dans notre vie pour nous donner un coup de main sur quelque chose, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau du financement. Donc, d'avoir un excellent réseau de contacts, ça aide beaucoup. L'implication va construire le réseau de contacts, mais va aussi permettre à ces gens-là d'apprendre
des choses qu'on n'apprend pas nécessairement sur les bancs d'école. Ça, je pense que c'est hyper important. Puis le dernier volet, connaître ses chiffres. Ça peut paraître banal, là, mais je suis convaincu qu'il y a un grand nombre d'entrepreneurs qui ne connaissent pas sur le bout de leurs doigts. Oui, c'est important parce que si tu les maîtrises bien, si tu les maîtrises, il y a moins de surprises, surprises bonnes ou mauvaises, potentielles qui te pendent au bout du nez. Et c'est souvent du sujet qu'on a aussi là, à la table ronde des mentors. Alors, réseau de contacts, connaître ses chiffres, s'impliquer et saisir l'opportunité de pouvoir avoir accès à ça, ce mentorat-là, ou des cellules d'entrepreneurship, ça vaut vraiment la peine. Vraiment la peine. On encourage les gens qui sont intéressés par le domaine. Puis souvent, on pense tout le temps que le mentorat, c'est pour un jeune qui commence sans expérience, ou du moins quelqu'un qui veut se lancer en affaires, peu importe l'âge. Mais c'est aussi pour un entrepreneur qui a une certaine croissance, parce que tu as l'étape du pré-démarrage qui est critique pour l'entreprise, mais le 5 ans, la période de croissance, tu as autant besoin de conseils que quelqu'un qui commence. Là. Totalement. Et puis, tu l'as dit, à tous les stades d'évolution d'une entreprise, ça vaut la peine d'être en contact avec des gens qui ont peut-être passé par là ou pas, mais qui peuvent apporter un éclairage. Puis le mentorat, tu sais, on parle souvent savoir-être, savoir-faire. La portion savoir-être, c'est d'amener les gens sur des pistes de réflexion pour essayer de trouver des réponses à, pas du coaching à 100% à l'état pur. Tu sais, récemment, justement, on avait quelqu'un qui faisait un peu je dirais plus de l'aide à la mise en place d'une structure de vente à l'interne chez Nmedia. Il y avait plus de volet coaching, mais il a apporté quand même aussi un volet de réflexion en savoir-être. Fait que ça vaut vraiment la peine de saisir cette opportunité-là. Vraie dernière question maintenant. Nmedia, tu as encore de l'énergie, tu as encore du gaz, je suis convaincu des idées. Tu te vois où dans une dizaine, quinzaine d'années, dans ton rôle d'entrepreneur? Nmedia, y a-tu une autre étape qui s'en vient? Est-ce que tu penses l'avoir poussé jusqu'au maximum? As-tu d'autres projets en tête pour préparer peut-être un après-carrière Nmedia? Ça ressemble à quoi pour Louis-Philippe Barry, là, le futur? J'ai toujours été attiré par l'enseignement. OK. Le mentorat est une piste qui m'a rapproché de ça un peu. La transmission des connaissances, du savoir, de l'expérience. Cette porte-là est ouverte. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais cette piste-là est ouverte. Ça me surprendrait que je sois complètement inactif dans les prochaines années. 15 ans, c'est un peu loin. 10, c'est réaliste. Je crois que je vais être impliqué dans quelque chose. Est-ce que ça va être dans Nmedia? Bonne question. Je sais que Nmedia doit présentement prendre la tangente de l'IA. Pour nous, le leitmotiv, c'est orchestrer des résultats concrets par l'IA au sein des entreprises québécoises. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité de gagner en efficience et en productivité. Alors ça, c'est le pari que nous, on fait pour Nmedia, de se positionner à l'avant-plan de ce côté-là. Et moi, en termes de carrière, je ne sais pas si un jour je vais être capable d'arrêter complètement. Comme je te dis, l'enseignement me titille quand même pas pire. Et peut-être d'autres projets de start-up quelconques. Il y a un beau terreau québécois de start-up, et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans, mais laquelle, je ne pourrais pas te dire aujourd'hui. On va suivre ça, puis je suis convaincu que tu vas prendre des bonnes décisions. Honnêtement, merci pour ton temps aujourd'hui. J'espère que ça va avoir inspiré les gens qui nous écoutent, qui ne soient pas encore en affaires ou qui soient déjà entrepreneurs, de pousser, d'avoir de l'audace, de diversifier, puis de foncer. Donc, merci pour ces précieuses minutes. Un grand plaisir, Simon.